on va partir directement de l'Australie à Nagano. Il y a Laurent Mabzone, alias Segan Mabzone, Mabessonné, voilà, poète de haïku, romancier, essayiste, comparatiste français qui réside au Japon depuis 19 ans. Il est chargé de cours en littérature comparée dans 2 universités, à Tokyo et à Nagano. Il est père d'une petite fille de 3 ans et demi. Et comme il me l'a écrit après l'interview, mari d'une femme japonaise adorable, aimante, belle et à 100% engagée à ses côtés, pour protéger un maximum d'enfants de l'Est du Japon. Et il est aussi co-auteur, et ça il nous en parlera, et coordinateur de l'ouvrage Après Fukushima aux éditions Goliath. Alors il m'a confié, après l'entretien sur Skype, il a dit, dans notre cercle de poètes, nous ne pouvons même plus composer des haïkus sur les fleurs, les fruits, les herbes, car nous savons qu'elles sont couvertes du poison le plus inhumain et de façon durable. Bonjour Laurent Mabzone de me recevoir. Nous sommes le samedi 4 février 2012, il est 9h heure de Paris et 17h à Nagano. Le 15 tricolore reçoit l'Italie au Stade de France, c'est le tournoi à destination, l'Air Saint-André, la vague de froid, les problèmes sur les routes, Coupe du Monde à Chamonix, la journée la plus sanglante en Syrie. Toute l'actualité a défilé ce matin et il y a 2 mots que je n'ai pas entendus, c'est nucléaire et Fukushima. Je suis très content que tu aies accepté sur Skype parce que tes activités professionnelles et familiales ne te permettaient pas d'être en direct avec nous pour l'émission du 14 février. Donc je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un petit peu de la situation de vie ou de survie des gens au Japon suite à Fukushima. Oui, bonjour. Moi, je me trouve à Nagano, c'est-à-dire à environ 250 km de la centrale. C'est un peu comme Tokyo. Et puis, le problème principal, en fait, il n'est plus dans les radiations ambiantes, les radiations dans l'air, il est dans l'alimentation et dans la contamination des sols. La contamination des sols, on ne sait pas exactement parce que les données ne sont pas très fiables de la part du gouvernement, mais l'est de Nagano a été quand même bien touché, même plus que Tokyo. Pour l'alimentation, c'est le gros problème, c'est-à-dire la contamination interne qui donne des soucis à beaucoup de parents et ça rend la vie quotidienne compliquée si on connaît vraiment les risques et on essaie de les connaître. Nous. Roger Belbéo qui est mort récemment et c'est un physicien qui disait que c'était avant la catastrophe nucléaire qu'il fallait agir parce qu'après on ne pouvait que subir. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Disons que nous on essaie de ne pas subir puisque la plupart des parents qui ont des jeunes enfants comme nous ont bien compris que il y a des données objectives maintenant qu'on connaît grâce à Tchernobyl et aux travaux du professeur Bandajewski par exemple, selon lesquels nous on essaie de limiter à moins de 1 becquerel de césium-137 par jour en contamination interne. C'est très précis. C'est pas vraiment qu'on subit, c'est que on essaie de rester dans des niveaux qui nous permettent de dire que notre fille est encore en sécurité. Je ne sais pas si je peux reprendre très rapidement le calcul qui me fait dire qu'en dessous de 1 becquerel de césium dans la nourriture tous les jours, ça va. Je ne sais pas si c'est trop difficile, non ? Non. Nous, par exemple, notre fille, elle fait 14 kilos. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, avec 1 becquerel par jour en contamination interne, on arrive à 200 becquerels dans le corps au bout de 400 jours de façon continue. C'est-à-dire que le corps a ces 200 becquerels de césium-137 en permanence, rien qu'avec 1 becquerel par jour. Ça veut dire que pour un enfant de 20 kilos, on est déjà à 10 becquerels par kilo de masse corporelle. Et c'est exactement le seuil à partir duquel il y a des petites maladies qui apparaissent. Quand on multiplie ça par 5, c'est-à-dire on arrive à 50 becquerels par kilo de masse corporelle, eh bien on est pratiquement sûr, 80% des enfants ont des problèmes cardiaques d'abord, et puis des organes, et puis le cancer, et tout le reste. Donc nous on sait qu'à 5 becquerels, on est sûr que notre fille est malade dans quelques années. À 1 becquerel,
comme on le fait là, parce qu'on sait exactement, enfin pas exactement, mais on sait à peu près se protéger, eh bien ça ira. Mais le problème, c'est que la plupart des parents n'ont pas le courage, n'ont pas l'énergie, n'ont pas l'argent de se protéger pour limiter à 1 becquerel par jour la contamination interne de leurs enfants. C'est ça le drame. Alors tu parles de courage, d'argent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la désinformation? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne prennent pas de mesures parce qu'ils ignorent carrément les risques qu'encourent leurs enfants? C'est très difficile à dire. C'est vrai que un certain nombre de personnes ne veulent même pas savoir, mais l'information filtre de plus en plus. Et il faut être assez fin pour comprendre les messages subtils des parents japonais quand on parle entre parents. Ils ont bien compris qu'on nous avait énormément caché de choses, qu'il y a un divorce total entre la population japonaise et les élites, qu'elles soient scientifiques, même médiatiques et politiques a fortiori. Donc les Japonais sentent tous, les parents de jeunes enfants sentent tous qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus d'eux, ils le savent. Sur Internet, ils ont des informations, ils savent qu'il ne faut absolument pas consommer régulièrement des aliments du Kanto, c'est-à-dire la partie nord de Tokyo, et du nord-est. Mais ils n'osent pas le dire, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas ces aliments, mais par civisme, on n'en parle pas. Voilà. Le problème des boues d'épandage des stations d'épuration et de la politique qui va répartir à travers tout le Japon le césium soluble et donc en fin de compte polluer l'ensemble du territoire, qu'est-ce que tu en penses? Les autres provinces, petit à petit, sont contaminées, les autres sols sont contaminés. On comprend que ça s'étend justement à cause de tous ces engrais qui ont été fabriqués avec des boues venant de l'épuration des eaux du nord et de la région de Tokyo. Maintenant, il y a quand même une contamination encore moindre dans les régions, disons à partir de Nagoya vers l'ouest, mais on ne peut pas mesurer puisque un appareil de mesure de contamination alimentaire, c'est très coûteux. Et donc, en fait, nous, c'est la décision qu'on a prise dans notre famille, parce qu'effectivement, l'origine des produits n'est plus un critère fiable. Et donc, on a décidé d'acheter un moniteur de becquerel à 8 000 €. Pour nous, c'est un investissement énorme. Mais on saura donc ce qu'on mange. Tu es très impliqué, tu as créé le mouvement du ruban jaune, donc habillé en jaune tous les vendredis. Tu participes et tu organises beaucoup de manifestations, donc tu dois connaître le CRMS, qui est l'équivalent de la CRIRAD qui a été créé au Japon par des Japonais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes tes actions et de tes implications? Mes actions, si vous voulez, moi je suis un père normal, vraiment, je crois. Et je n'ai jamais été intéressé par tout ce qui est mouvement citoyen, je suis désolé de le dire, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui aime les lettres, la littérature. Et là, effectivement, on se trouve en face d'un choix et on se dit, voilà, j'ai lu qu'il fallait limiter à 1 becquerel par jour la contamination interne des enfants, sinon la majorité des enfants de l'Est du Japon seront malades ou maladifs dans 10 ans, disons. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rassemble toutes nos économies, on achète une machine pour mesurer, on fait comme le CMRS fait d'une façon beaucoup plus organisée à Fukushima, avec l'aide de la CRIRAD, mais on le fait entre parents, c'est-à-dire que tous les vendredis, je vais réserver, dès que j'ai cette machine, normalement elle arrive la semaine prochaine, je vais réserver une salle à 2 pas de chez moi, une salle municipale, et je sais que des dizaines d'amis par an n'attendent que ça pour tous les vendredis venir mesurer la radioactivité du riz qu'ils donnent à leurs enfants, du lait qu'ils donnent à leurs enfants, des yaourts, enfin c'est des choses qui en plus permettent de rassembler les gens qui sont conscients du problème et donc de se regrouper après, puisque bien sûr il y a toujours l'occasion de parler de la prochaine manif, du fait que s'habiller en jaune au Japon ça veut dire qu'on est anti-nucléaire, enfin des choses concrètes. Parce que mesurer gratuitement, ok, je leur prête ma machine, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une deuxième catastrophe tout de suite, là. Actuellement, au Japon, il ne reste plus que, je crois, que 4 réacteurs en activité. 3, ouais. 3
Il y en avait plus d'une cinquantaine. 54, ouais. Voilà, 3 sur 54. Actuellement, il y a des menaces de réouverture, c'est-à-dire que les compagnies qui gèrent les réacteurs vont tolérer longtemps le manque à gagner que représentent des réacteurs à l'arrêt. Comment est-ce que ça se passe entre la population, les désirs de la population japonaise et les compagnies qui fournissent l'électricité qui voudraient peut-être redémarrer leurs réacteurs? L'équation en ce moment est nettement en faveur des mouvements civiques et des élus locaux qui sont totalement opposés à toute remise en service. Les Japonais ne sont pas démonstratifs dans leur mouvement citoyen. C'est pour ça qu'on a peut-être l'impression qu'ils sont soumis, qu'ils ne font rien, mais ils sont en train de gagner la partie. Hein. Et d'une façon très simple, c'est que, sauf une infime part de la population qui est liée financièrement ou par le travail au lobby nucléaire, ben, tout le monde comprend bien qu'il faut arrêter, que on est sur le dos d'un dragon ici. Et même en dehors des problèmes de séisme, je crois que bon, la France aussi se rend compte que c'est trop risqué. Et les 3 réacteurs, en fait, vont devoir s'arrêter obligatoirement pour cause de révision technique d'ici fin mars. Tous les réacteurs sont arrêtés pendant 5 mois en moyenne, tous les 13 mois. On se retrouvera avec 0 réacteur en marche j'ai dit fin mars, c'est fin avril, je suis désolé, c'est fin avril. Hein. Donc fin avril. D'ici là, on se rend compte que même la visite d'experts, soi-disant, comment on dit en français, l'AIEA. De l'AIEA, qui a donné son blanc-seing à l'agence de sécurité nucléaire japonaise, eh bien, ça n'a pas suffi pour faire revenir sur leur décision le maire de Fukui, le maire de Oi et le préfet, enfin le gouverneur de Fukui. Donc, même pour cette centrale qui allait peut-être être remise en service, eh bien, les Japonais, les élus locaux, continuent à refuser et l'accord des élus locaux est indispensable. Donc on va se retrouver avec une sortie du nucléaire dans 2-3 mois, là, c'est bon. Les Japonais discrets mais efficaces sur un véritable arrêt qui a été quasiment immédiat pour la majorité des réacteurs, mais qui va devenir définitif. Donc tu parles de l'ouverture par l'AIEA. Je ne sais pas oui. S'il va devenir définitif. Excuse-moi de te couper. C'est-à-dire que, bon, tant que le mouvement civique sera fort comme ça, puisque on se rend compte que pendant la visite des experts de l'AIEA, il y avait toujours cette tente avec des manifestants pratiquement 24 heures sur 24 en face du ministère de l'économie où les experts délibéraient. Donc il faut que cette pression continue et c'est aussi pour ça que moi j'essaie par les mesures citoyennes et puis par mon activité de poète de soutenir ce mouvement citoyen à ma façon. Laurent, est-ce que tu ne penses pas, par rapport au contenu de l'article 2 de l'AIEA, donc de l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui stipule que l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là objet à mobilisation internationale pour demander au minimum à ce que cet article soit retiré? C'est complètement incroyable de voir que ces gens sont venus au Japon, ils ont eu l'outrecuidance de donner leur aval pour la remise en marche de 2 réacteurs, alors que les élus locaux ont déjà déclaré qu'ils étaient contre, et ils n'ont même pas prononcé un mot d'excuse, alors qu'ils sont dans un pays où des millions de gens ont une vie cassée pour tout le reste de leur existence, ils sont en train de mourir, à cause de cette énergie nucléaire dont ils font la promotion ouvertement. Et ils sont venus en tant que promoteurs et ils ne disent même pas qu'ils se regrettent que ça ait mené à un tel accident. On est vraiment... Je trouve ça complètement surréaliste de voir ces cadres américains en costume et pas un mot d'excuse en disant que tout va très bien, les stress tests sont parfaits. Des compliments, seulement des compliments en permanence pour la KEPCO et pour le gouvernement. Donc moi, vis-à-vis de l'AIEA, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très vicieux. C'est-à-dire que bon, le secrétaire général est japonais, M. Amano Yukiya. On sait qu'il est en très bon terme avec les États-Unis.
Là, je vais vous dire quelque chose qui apparemment a fait beaucoup de bruit sur Internet et que je voudrais redire parce que je ne m'avance pas à la légère. L'AIEA a décidé, dans un premier temps, par son secrétaire général, qu'elle ouvrirait un bureau à Fukushima. 2-3 jours après, comme il y avait des rumeurs négatives sur Internet à ce sujet au Japon, elle a publié un démenti officiel sur son site. Le bureau à Fukushima, on sait très exactement à quoi ça va servir, puisque M. Amano a déclaré au Osaka Nichi Shimbun, bon, c'est une phrase qu'on a récupérée de justesse, il a déclaré qu'il s'occuperait du combustible usagé, sans préciser de quel pays. Je pense qu'il faut être très prudent. L'AIEA est en train de prendre la main sur les travaux à Fukushima et les États-Unis ont un énorme besoin d'un centre de stockage pour leurs déchets radioactifs militaires ou civils. On est en train de planifier un énorme centre de stockage à Futaba, tout près de la centrale. Donc je pense qu'ils essaient de cacher leur jeu, mais on est sur le point de voir, je crois, quelque chose de criminel qui serait de faire de Fukushima la poubelle mondiale du monde entier. Alors ce serait un troisième Sellafield ou centre de retraitement de La Hague qui serait installé à Fukushima, à la préfecture de Fukushima. Non, je ne sais pas du tout les liens entre... je pense que ce serait plutôt vis-à-vis des États-Unis, puisque le problème, c'est que Fukushima a créé une situation où plus aucune localité ne veut accepter de centre de stockage définitif. Là, je parle de centre de stockage définitif, comme il n'en existe encore nulle part et comme on est en train d'en construire peut-être en Finlande. Et effectivement, un endroit comme Fukushima, où de toute façon les radiations sont telles que personne ne peut aller vérifier, c'est l'endroit idéal. Le problème, c'est que c'est excessivement sismique. Donc, si vous essayez de mettre... Ils veulent mettre un centre de stockage à moyen terme, mais un centre de stockage pour 30 ans, vous savez, après, à mon avis, c'est plutôt un centre de stockage définitif qu'ils sont en train d'essayer d'imposer à Fukushima en échange de la sortie du nucléaire. C'est-à-dire que la sortie du nucléaire étant plus ou moins inévitable grâce au mouvement civique et à l'opposition des élus locaux, l'AIEA a compris que, ok, on vous laisse sortir du nucléaire, mais en échange de ça, vous nous faites notre centre de stockage définitif. Voilà. Mais vous savez, les attaques que j'ai reçues sur Internet à la suite des articles où je parlais avec des sources, hein, je parlais de cela avec beaucoup de sources, ben, elles me font pas peur, hein, faut qu'ils le sachent. Voilà. Et est-ce que tu vois un rapport entre TEPCO, Mitsubishi et un éventuel programme nucléaire militaire japonais? Je sais pas, moi, vous savez, je suis pas spécialiste. Je sais qu'il y a une usine de MOX qui vient d'être construite à Aomori et que quand on fabrique du MOX, eh bien, on a la possibilité de faire des bombes. Hein, c'est ce que dit M. Koide de l'université de Kyoto. Donc tout est lié, mais les relations avec les États-Unis sont telles que, à mon avis, le nucléaire militaire est là-dessous aussi. Mais bon, je vous dis, moi, mon activité, elle est avant tout culturelle. Et bon, si j'avais pu parler aussi de cette chose complètement incroyable qui est que mes élèves de haïku sont aussi des militants naturellement, quoi. On peut parler de ça si vous voulez, mais je sais pas, pour le nucléaire militaire, je suis pas spécialiste. Laurent, est-ce que tu peux nous parler justement de ton activité littéraire et de ton dernier livre après Fukushima? Oui, voilà, c'est une chose qui est vraiment là du coup c'est ma spécialité, c'est-à-dire que moi à l'origine je suis chercheur en littérature japonaise, en haïku, et j'enseigne le haïku à des japonais. C'est assez étonnant, j'enseigne la composition de poésie en japonais à des japonais. Enfin, je fais des ateliers d'écriture depuis 8 ans à Nagano et depuis 6 ans à Chiba. Et bon, après la catastrophe, en fait, il se trouve que mon atelier d'écriture à Chiba, c'est dans un point chaud de radioactivité. Ils sont à des niveaux de radioactivité incroyables, c'est-à-dire que quand on donne les cours dans un jardin japonais, on est à 2,6 microsieverts par heure. Vous voyez, on est à 20 millisieverts par an.
quand on est dans des endroits comme ça, on se dit c'est peut-être plus le moment de faire de la poésie, quoi. Et si on fait de la poésie, mais sur la radioactivité. Et c'est tellement difficile à allier à l'esthétique du haïku que ça donne des choses nouvelles, vraiment. Et puis c'est la vie, quoi. C'est la vie des gens à qui je dois enseigner le haïku et qui n'ont même pas le droit de couper leurs herbes dans leur jardin parce qu'elles sont trop radioactives pour être mises aux déchets. Donc des choses comme ça. Et donc le recueil, on a fait un recueil collectif avec une préface de moi-même vraiment très, très sévère pour le lobby nucléaire. Et bien sûr, ça pouvait pas être publié au Japon parce que c'était un peu trop politique. J'aurais pas trouvé d'éditeur. Alors j'ai fait ça à compte d'auteur. Et puis les éditions Goliath, qui sont des éditions de Lyon, les éditions Goliath ont été intéressées pour faire une réédition en France. Et la réédition va paraître justement là, fin février. Alors je suis content parce que bon, tous les haïkus sont traduits en français et puis ça peut aider aussi les gens qui se battent en France, c'est très bien. Voilà. Et alors tous les droits d'auteur seront reversés à l'association de Monsieur Odomé, qui est à 20 km de la centrale, qui s'occupe des gens qui sont obligés de vivre là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est même pas que les droits d'auteur sont reversés, c'est qu'on leur enverra le compte des droits d'auteur en riz non contaminé. Voilà, ça je m'engage à ça. Excellente initiative. Est-ce que ta fille veut dire 2-3 mots aux enfants français sur ce qu'elle a envie, hein? Lynn, ここでちょっと喋ってくる？ちょっと日本語でいいから。Le problème, c'est qu'elle parle surtout japonais, mais enfin bon, on va essayer quand même. Attendez. なんか言って、ここのおじさんに。で、今ね、フランスのラジオなの。来て来て。ああ、いや。残りのチョコレート全部食べた？じゃあ、こっちのおじさんに、なんか言って。Elle doit se demander ce qu'on lui veut. 20まで数える？ Oui, allô? Oui. Attendez, là ça risque d'être un peu difficile, mais attends, on va essayer quand même, parce que bon, elle était en train de... で、今、原発のことどう思う？ここでしょ言えばいいじゃん。Bonjour. Allô, Roger? Oui. Oui, apparemment c'est difficile parce que on vient de disputer parce que elle voulait reprendre un biscuit au chocolat et elle n'a pas eu le droit. Voilà. Un biscuit, bien sûr, fabriqué en Corée pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de la farine contaminée dedans. Voilà. Oui, donc j'invite tous les gens aussi à suivre ton blog parce que journalement, tu nous donnes des nouvelles de ta vie quotidienne et de ce que ça représente que de vivre au quotidien sur un territoire durablement contaminé. En fait, le blog ouvert à tout le monde, j'ai décidé d'arrêter, au moins provisoirement, parce que effectivement, comme je vous le disais, quand on parle de l'AIEA ou de choses comme ça, eh bien, on a des insultes qui sont difficiles à vivre, déjà qu'on a une vie assez stressante. Alors ça sert à rien d'en rajouter, mais par contre, effectivement, vous êtes bienvenus sur le groupe Facebook du Yellow Ribbon, ruban jaune, Yellow Ribbon, et c'est en français pour la moitié au moins. Donc il y a un groupe sur Facebook où vous pouvez me retrouver tous les jours, effectivement. En fait, là, l'essentiel pour moi, c'est quand même le mouvement au Japon, et je vais bientôt recevoir le moniteur de Becquerel, et donc il faudra que je consacre du temps pour faire le maximum de mesures pour les parents qui veulent limiter la contamination interne de leurs enfants. Pour nous, c'est vraiment, là, on a une priorité, nous. C'est, bon, d'abord ça, pour que un minimum de gamins soient contaminés, et puis le mouvement international après quand même, quoi. Ouais, désolé, mais bon, j'écris quand même, voilà. Est-ce que tu es en contact avec les enfants de Tchernobyl Bélarus? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Monsieur Babenko, qui a été traduit en japonais. Et c'est tout un tas de petites choses de la vie au quotidien, comment laver les légumes, etc. Et il y a toute une culture très humaine qui s'est créée autour de la vie avec les radiations.
Seulement, bon, je sais qu'effectivement, il y a une association en France. Et, bon, nous, si vous voulez, c'est pas qu'on n'a pas d'argent pour se payer la pectine. C'est que on n'est même pas au courant que la pectine peut faire du bien quand on est au-delà d'un certain niveau. Donc, des choses comme ça, l'information, effectivement, circule maintenant. Ça commence. Eh bien Laurent, moi, il me reste à te remercier. On va faire une promotion assez grande de ton livre Après Fukushima, vu qu'on sait que tout ça va partir en riz non contaminé vers Monsieur Odomé. Je te remercie très chaleureusement de nous avoir reçus au nom de tous les auditeurs de Radio Anguin et de toutes les personnes qui vont nous écouter dans le monde en streaming, parce qu'on se rend compte de plus en plus que ce problème international, le problème du nucléaire, doit avoir une prise en charge internationale. Excellent, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Voilà. Et on se retrouve sur IDFM Radio Anguin. Et après cette interview, donc je l'ai montée, je lui ai envoyé, il l'a entendu. Il a tenu à préciser des points, c'est-à-dire que il a dit j'ai oublié de dire des choses. Et je lui ai dit ben voilà, je le lirai à l'antenne. Alors il m'a écrit j'ai 2 pays dans mon cœur. L'un est le plus contaminé au monde, l'autre est le plus nucléarisé au monde. Débarrassez-nous de ce démon hérité du siècle dernier. Arrêtons cela tout de suite partout. Même en France, c'est possible et c'est indispensable. 30% d'économie d'électricité, c'est ce que les Japonais ont fait depuis mars 2011. 40% de centrales à gaz et d'énergie renouvelable en plus. De plus en plus de renouvelables, bien sûr, même si le gaz naturel ne libère pas beaucoup de CO2 par rapport au pétrole. 1/3 seulement. Et voilà. La France peut arrêter tout de suite et ne pas risquer de tout perdre parce que c'est ce qui se passe au Japon en ce moment.